Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Du même auteur. Le droit d'INGERENCE, tome 1, 340 pages, Esperluette, 2, 331 pages, Presse universitaire de France, thèse à la carte, Editions du Septentrion, Villeneuve d'Ascq, CEDEX France, 1999. La justice dans les pays en situation de POSTCONFLIT. Justice transitionnelle. Toute écriture sur la recherche de la paix est utile pour enseigner, convaincre, corriger et instruire dans la justice, afin que l'homme soit résolument accompli et destiné à toute œuvre pacifiste et non violente, dans la transformation et la prévention des conflits. Dr Rufin Viclair Mabiala, Ph.D. Remerciements. Mes remerciements les plus sincères sont réservés à mon épouse Sophie Mabiala, l'attentive, la patiente, la bienveillante, l'altruiste, la complice, l'amour qui, même pendant mes années de braise, m'a toujours donné l'amour de la vie et la vie d'amour. Ma gratitude et mes pensées les meilleures vont bien entendu à ma fille Tracy Amane Ratiba Mabiala et à mon fils Mos Viclair Goumakana Mabiala pour la joie et le sens qu'ils donnent à ma vie. Grâce à eux et à ma femme, je peux me vanter d'avoir une immense chance d'être heureux en famille, au point que mon avenir devienne solidement porté par l'amour de ces formidables enfants et de cette femme à qui je dédie cet ouvrage. Je note sur mes tablettes des remerciements exceptionnels à mon beau-père, Paul Nyamazog Verlin, ancien ministre congolais, et ma belle-mère Madame Amane Jaquette Nyamazog pour le soutien, les conseils et la compréhension à mon égard. Je rends un vibrant hommage à mon bien-aimé frère Alain Constant Mabiala, pour son inconditionnel et infaillible soutien moral. Que la terre lui soit légère. J'adresse aussi mes vifs remerciements à tous ceux et toutes celles, notamment me Aviole Florent qui m'a honoré par la rédaction de la préface et me Joël Dominique pour ses conseils juridiques, qui ont pris le soin de lire, relire et apporter leurs commentaires pertinents, ayant énormément contribué à l'amélioration de ce chef-d'œuvre. Dr Rufin Viclair Mabiala. New York City 2009. Avant-propos. La théorie de la justice transitionnelle est très complexe et controversée. Dans ce domaine, ceux qui veulent y comprendre la complexité et les enjeux se lancent parfois dans des démonstrations qui atteignent le sommet de l'incompréhensible. L'approche analytique que nous proposons dans cet ouvrage s'efforce d'apporter la clarification, non seulement la plus ascétique, mais aussi la plus intelligible que possible de cette justice transitionnelle qui du reste, se prescrit dans sa délicatesse comme objet de consultation et de débat dans les relations internationales, pour la maîtrise de l'outil diplomatique, sur fond de recherche de paix durable et irruptible. L'humanité, en quête du respect de sa dignité, entre en conflit avec le principe sacro-saint de la répression de l'injustice qui est la pierre angulaire de ce monde contemporain en perpétuel mouvement. Les questions de lutte contre l'impunité et de réconciliation demeurent au centre des préoccupations morales, intellectuelles, juridiques, philosophiques et politiques des recherches en cours. Le travail pour la paix exige un engagement au niveau national et international pour la transformation du manque de volonté politique en une détermination stratégique pour la paix. Si édifier la paix c'est bâtir l'espoir, alors cet ouvrage est un indicateur important pour la construction de l'espérance. Il contribuera, sans aucun doute, à vulgariser les mécanismes de règlement pacifique des conflits peu connus, tels que la justice transitionnelle, du fait de sa nouveauté sur la scène diplomatique, mais aussi, à renforcer les capacités intellectuelles et opérationnelles des responsables de l'application des lois, tenus à être en éveil face aux différentes mutations juridico-politiques qui s'opèrent dans le monde. Après tout, le mérite d'un ouvrier de la justice, d'un artisan de la réconciliation et ou d'un bâtisseur de la paix, est le plus souvent de disséquer ou d'examiner la réalité sociale liée au contexte politique d'un pays en crise. Comment arrivera-t-il à systématiser les propositions nées de l'observation du processus de transformation et de prévention de conflits, et à inventer des concepts à coller aux faits, dans le but de montrer que la justice et la fin de l'impunité sont des piliers de la consolidation de la paix soutenable? Cet exercice est possible grâce à une investigation tendant à explorer en profondeur un mot, un concept, un thème d'actualité qui par sa nécessité s'impose à nous. Justice transitionnelle. Dr Rufin Viclair Mabiala.
New York City 2009. PREFACE. Le Monde, par-delà les luttes sans merci qui ont sapé les communautés, aura beau instituer des tribunaux pénaux internationaux sans pour autant, malgré les vertus apparemment dissuasives de la justice traditionnellement conçue, parvenir à refonder l'État sur une base de paix et de développement durable. Certes, la portée éminemment salutaire de l'existence des tribunaux pénaux internationaux s'inscrit dans le cadre du non-octroi de brevets d'impunité aux auteurs d'Holocauste et surtout dans le fait que plus jamais les prédateurs de vies humaines ne puissent, grâce à l'entraide judiciaire internationale et les nouvelles données du droit international pénal, se cacher sous le drapeau d'un État tiers pour nourrir leur mémoire des pâles souvenirs de crimes odieux commis contre nombre d'opposants politiques, de groupes ethniques, de femmes, de vieillards et d'enfants. Aussi, cette justice, dite traditionnelle, à la fois à cheval sur le droit interne et sur le droit international se veut-elle révolue en ce sens que l'imprescriptibilité demeure la règle d'or en matière de répression des cas d'extermination massive de la population soit en raison de sa couleur, soit à cause de ses convictions politiques. Néanmoins, la paix qu'elle procure ne peut qu'être superficielle puisque non construite sur un nouveau contrat de société. Ces idées introductives de la préface annonciatrice de l'œuvre déjà présumée célèbre du docteur Mabiala n'ont nullement la vertu d'occulter la grande révolution que le monde, sous l'instigation d'une communauté internationale désormais avisée, a vu naître avec le greffage du droit international humanitaire et du droit international pénal sur le tronc de l'arbre du droit international général. Certainement, la postérité à travers nos yeux, malgré l'absence juridiquement regrettable d'une norme conventionnelle à la base de la création du tribunal de Nuremberg, voit et verra encore à travers le prisme des sentences infligées aux rescapés de la Gestapo l'image d'une justice exemplaire aux qualités mémorables, un illustre exemple qui a su traduire le désaccord total de l'humanité d'avec les crimes dont le simple souvenir révolte encore la conscience universelle. Évidemment, l'application par un tribunal ou une cour pénale internationale des coutumes du droit humanitaire, des règles édictées par les conventions de Genève de 1949 et de leurs protocoles additionnels, des principes généraux de droit, des dispositions de la Charte des Nations Unies et des résolutions qui en découlent, ne peut qu'offrir une saine image du droit international classique puisqu'il et receler aucune tolérance des assassinats de masse, encore moins des peines et ou traitements cruels, inhumains, dégradants et déshumanisants. Toutefois, cette implacable justice peut certes dissuader sans être à même de régénérer un tissu social fortement déchiré. C'est sans doute dans le cadre de la recherche de la création d'une nouvelle société, par-delà les cendres d'une ancienne disparue sous les feux de la guerre civile, de l'entretuerie totale, que les peuples avisés, que dis-je civilisés, ont pu inscrire ce que l'auteur de la présente thèse appelle justice transitionnelle. Qu'adviendrait-il alors aujourd'hui du Rwanda si, après la coulée à flots du sang, en 1994, sous l'œil des caméras du monde et en présence de militaires français et belges, on ne s'attelait pas à rechercher l'ombre de l'arbre à palabre africain pour en humer le parfum salvateur de la réconciliation et de la paix durable? Cette nation aurait-elle survécu à l'hécatombe génocidaire? La justice traditionnelle, en dépit de ses rigueurs, aurait-elle porté le germe de la refondation imminente de l'État et de la reconstitution impérieuse de la nation rwandaise? Il a vraiment fallu, loin de se contenter de juger équitablement, de punir sévèrement ou de donner réparation pleinement, de refaire l'État, de ressusciter la nation, de concevoir à cette fin un modèle alternatif de justice non favorable à l'impunité mais encline au pardon, non hostile à la justice traditionnelle mais complémentaire à celle-ci, non susceptible d'effacer les effroyables souvenirs d'un passé meurtri mais partant pour la réécriture de l'histoire. L'œuvre du docteur Rufin Viclair Mabiala, Justice transitionnelle. La justice dans les pays en situation post-conflit devra certainement vous conduire sur les sentiers de ce modèle alternatif de justice dans le cadre d'une problématique de lutte contre l'impunité et de réconciliation d'un peuple dont la mémoire a su s'accrocher à un passé maculé de sang, de souffrances atroces, de génocide, d'ethnocide, de crimes contre l'humanité, bref, de violations graves de droits de l'homme et de libertés fondamentales. Dr Mabiala tâchera alors de dénouer l'écheveau d'une telle problématique à l'aide d'une méthodologie fondée notamment sur une étude comparative,
où l'expérience spatiale de la justice dite transitionnelle a paru ouvrir la voie sur une méthode alternative de résolution effective de grands conflits. Que de pays en effet, au-delà de luttes sanglantes ayant décimé des dizaines de milliers de gens au sein de la population civile, n'ont eu à expérimenter de façon salutaire la justice dite transitionnelle. Que de peuples n'ont eu à camper des commissions de vérité et de justice pour certes faire le jour sur des drames démocidaires, mais dans l'optique princière de pardon, de reconstitution du tissu social, de réécriture de l'histoire, sans omettre surtout de placer les bourreaux sur le banc de l'opinion publique internationale et la sellette criminelle interne et sans lésion aucune du droit des victimes à la réparation. Ils ont ainsi pris la voie de la cicatrisation des blessures sociales pour mieux concevoir ce que Dr Mabiala appelle la paix durable, dans la perspective du DEVELOPPEMENT durable. La cicatrisation des blessures, le constaterez-vous avec le Dr Mabiala, ne fermera pas la voie à la poursuite des forgeurs d'un passé calamiteux, ni n'enterrera pas la vérité historique. Il y va tant de la prise en charge psychologique, médicale et matérielle des victimes, que de l'accomplissement d'un devoir de mémoire envers les générations futures. Il y va surtout et certainement de la mise en œuvre d'un nouveau contrat de société dont les idées fortes s'articulent autour de la redéfinition des institutions publiques et sociales, de la conception d'une nouvelle communauté politique à la fois respectueuse des principes fondamentaux de la démocratie, des droits de la personne et de l'état de droit. Il s'agit ou s'agira, tel l'effet lumière d'un rituel magique, de refaire l'image d'une Sierra Leone ou d'un Darfour, d'exporter ce modèle alternatif de justice restauratrice et de le camper comme un modèle viable d'où s'inspirer lorsque la guerre, le fondamentalisme étatique, le totalitarisme politique, la mauvaise gouvernance, les conflits armés internes, les crimes économiques de tout genre ont décimé un peuple ou auront sapé l'âme d'une nation. Il le faut, diront certainement les anthropologues, pourvu qu'il se révèle compatible aux mœurs et coutumes sociales. Il le faut, s'exclameront à raison les spiritualistes, puisque porteurs de paix profonde. Il s'agira enfin aux yeux des politiques et des internationalistes, d'une arme diplomatique de grande puissance. Voilà, donc les idées maîtresses qui traversent en toute scientificité l'œuvre du Dr Mabiala. Ce n'est du tout pas à vil prix que l'on puisse expérimenter la justice transitionnelle, vous le verrez bien. Monter une commission de vérité, d'éthique, de justice, requiert l'autorisation d'un climat politique interne, la représentativité et le dynamisme de la société civile et surtout l'implication d'une communauté internationale qui ne va pas l'avaliser sans considérer l'option souvent incontournable de la création d'un tribunal pénal ad hoc, sur fond d'une mise sous tutelle voilée de l'entité chaotique ingouvernable. En effet, si l'objectif de réconciliation, de pardon, de refondation de l'État se veut noble, il n'en demeure pas moins que les mécanismes institués à cette fin plient souvent sous le poids des pressions de groupements sans foi ni loi. Ainsi, le spectre hideux de l'impunité fait remonter à la mémoire et à la surface du temps les déboires d'un peuple, tributaire d'un passé horrifiant. L'exemple d'Haïti se veut éloquent puisque malgré l'identification des bourreaux et le recensement des victimes du push, le rapport de la Commission nationale de vérité et de justice n'a pas survécu à cette culture d'impunité. Le Maroc et la Sierra Leone n'en sont pas exempts. Les enjeux sont alors de taille tandis que la perspective de réconciliation non sur fond d'impunité s'inscrit dans le cadre de l'idéal de tout peuple libre, libéré des entraves de la peur, de l'oppression et titulaire tant de devoirs que de droits fondamentaux. En somme, c'est pour pallier les problèmes de la justice transitionnelle et pour s'accrocher à cet objectif princier de réconciliation et de pardon que le Dr Rufin Vicler Mabiala, tel un promoteur du GACACA, développe la présente thèse. L'œuvre se veut multidimensionnelle en ce sens qu'elle embrasse le droit international humanitaire, le droit international pénal, le droit international des droits de l'homme, le droit interne de l'État, le cadre politique, administratif, judiciaire, la bonne gouvernance, les questions diplomatiques, selon une quintuple approche théorique, analytique, critique, sociologique et comparative dans le temps et l'espace. Un cadre particulièrement dialectique s'en est également dégagé, tenant compte du fait que l'auteur de la présente œuvre, au-delà de toute critique objectivement arborée, présente avec art les conditions de succès de la justice transitionnelle. Enfin,
Ce chef-d'œuvre élaboré par le Dr Mabiala saura justifier à la postérité que la justice transitionnelle implique effectivement une exigence de vérité pour une vraie cicatrisation des blessures sociales, un impératif de justice dans l'optique de réparation, un devoir de mémoire pour mieux réécrire l'histoire et la réconciliation nationale pour une œuvre de paix et le développement durable. Mehaviol Florent. Avocat, professeur d'université en Haïti. METHODOLOGIE. En 2005, nous avons effectué notre première mission avec l'Organisation des Nations Unies au Burundi. Notre fonction de col blanc, diplomate onusien, était de soutenir les acteurs de la décentralisation, assurer le renforcement des capacités des autorités locales et nationales, et consolider la paix et la démocratie. Nous arrivâmes dans les circonstances où le Burundi était totalement absorbé par des consultations populaires. Un véritable marathon électoral caractérisé par la tenue de 6 élections, référendum constitutionnel, élections communales, législatives, sénatoriales, présidentielles et collinaires, dans l'intervalle d'un an. C'était une grande première et une réussite pour les Nations Unies qui les avaient supervisées. Ces succès électoraux marquaient, au demeurant, la volonté du peuple burundais de mettre définitivement un terme à la guerre fratricide qui avait rongé leur pays pendant 13 ans. Toutefois, malgré cette avancée incontestable dans la voie de la démocratie, la paix était toujours fragile, comme elle l'est d'ailleurs au moment où cet ouvrage est sur le point d'être publié. C'est alors qu'apparaît toute une série de questions sur le sens réel de la consolidation de la paix, et l'établissement d'un cadre de dialogue permanent au Burundi et dans tous les pays bouleversés et déchirés par la guerre civile. Comment réconcilier un peuple qui a tant souffert des violations excessives de ses droits fondamentaux ? Petit à petit, commençait à émerger l'idée selon laquelle la paix durable a un prix, qui est celui de la réconciliation, de la cicatrisation, des réparations, de la connaissance de la vérité et de la réécriture de l'histoire. Les concessions, les aveux et le pardon sont de la partie. C'est dans ce contexte que nous avons pensé à ce processus légal, qui est différent de la justice traditionnelle, la justice transitionnelle. Elle paraît à nos yeux la meilleure solution pour ce pays des Grands Lacs, mais aussi pour toute nation post-conflictuelle et prise de paix et de développement. Voilà pourquoi nous avons rédigé un article à ce sujet. Il a été discuté avec des hauts responsables de l'ONU. Ces derniers avaient bien accueilli l'article et apprécié son contenu. Cela nous valut des entretiens pour félicitations et encouragements. Néanmoins, bien qu'ils aient apprécié l'article, certains parmi ces dignitaires vont émettre des réserves quant à l'opportunité de sa publication dans la presse locale, prudence oblige. Il fallait éviter toute confusion possible, ou une mauvaise interprétation entre la position indépendante du chercheur travaillant pour les Nations Unies, et celle de son employeur, l'Organisation des Nations Unies. En juin 2006, de retour à New York, nous avons participé à la formation sur la justice transitionnelle organisée conjointement par le Centre international pour la justice transitionnelle, CIJT, et New York University NYU School of Law. Ce cours nous apportera un grand nombre d'informations capitales sur le rôle de la justice transitionnelle dans la transformation et la prévention des conflits, le renforcement de la démocratie, la transparence, la lutte contre l'impunité et ou la corruption. C'est aussi un instrument de consolidation de la paix qui crée les conditions d'un cadre idéal au dialogue permanent, notamment entre victimes et agresseurs, et nécessaire à l'installation d'une paix durable, prélude au développement intégral d'une société post-conflictuelle. En outre, à plusieurs reprises, nous avons organisé des débats informels relatifs à la problématique des transitions politiques et juridiques de l'après-guerre, avec divers responsables et experts internationaux et ceux de la société civile. Il s'est avéré que nos interlocuteurs ont pour la plupart salué et encouragé notre initiative de recherche sur cette justice transitoire. En réalité, ces échanges ont révélé que l'étude comparative ou l'expérience spatiale de la justice transitionnelle aboutira sans aucun doute à la conclusion selon laquelle cette justice est inévitablement une méthode alternative de résolution et de prévention de grands conflits. Dès lors, il nous est venu l'idée d'approfondir notre réflexion en faisant de notre article un ouvrage de référence en matière de justice transitionnelle,
et une source d'inspiration pour les amants de la connaissance et de la recherche scientifique. Nous avons ainsi décidé d'imprimer ce manuscrit qui contient l'ensemble sinon l'essentiel des paramètres de la justice transitionnelle. Cette justice libératrice et porteuse d'espoir pour une nation ou une génération troublée, traumatisée et déchirée par la ruine et la guerre civile, était un soleil qui brille et un vecteur dans la marche heureuse et montante à la recherche de la vérité et de la paix, qui sont les planches de salut pour une société émergée de la guerre, qui est un monstre mangeur d'hommes et d'énergie. En effet, la guerre, qu'elle soit locale ou internationale, engendre la douleur, la souffrance et le malheur de l'homme. Quel penseur sérieux peut oublier le désastre de la Bérésina, avec Napoléon Bonaparte? Qui peut ne pas frémir à la lecture de la bataille de Verdun, ou de celle de Solferino? La guerre, c'est l'enfer sur la terre. Notre démarche est très simple. Elle tend à effectuer une recherche documentaire et à élaborer les définitions des concepts utilisés dans notre ouvrage. Une fois ces concepts définis, nos informations ont été traitées, analysées et vérifiées selon une approche de recensement des différentes expériences de justice transitionnelle dans le monde. Notre but n'étant pas de présenter historiquement tous les cas de justice transitionnelle, sur la trentaine d'expériences que nous avons reconnues, nous avons donc limité notre étude à 13 exemples. Ces 13 cas font ressortir l'ensemble des enjeux de la justice transitionnelle. Ils sont les plus populaires et symbolisent des faits marquants de cette justice passagère. Jusqu'à preuve du contraire, l'exemple de la commission de vérité sud-africaine est la plus médiatisée. Cette commission a tenu ses travaux sous la gouvernance du président élu au suffrage universel, Nelson Mandela. Or, ce personnage emblématique est une victime de l'apartheid, reconnu comme étant un crime contre l'humanité par l'Assemblée générale des Nations unies depuis 1966. Il n'est pas vain de rappeler qu'il avait précédemment passé 27 ans dans les culs de basse-fosse de l'injustice et de l'apartheid. Ce titan noir a vécu dans sa chair et dans son âme la tragédie existentialiste décrite par l'écrivain américain du XIXe siècle, Edgar Allan Poe dans son récit « Le puits et le pendule ». Nous pouvons aussi illustrer notre thèse par l'exemple de l'instauration de la justice transitionnelle au Maroc, ce qui peut être considéré comme une grande première dans le monde arabe, trop souvent réfractaire aux choses et aux idées venues de l'Occident chrétien. Ce cas bien approprié montre une situation où un fils successeur de son père ne cache point la vérité sur les violations des droits de l'homme commises par son géniteur. Les leçons tirées de cette étude expérimentale nous ont permis de construire une théorie des conditionnalités de succès d'une justice transitionnelle. Bien entendu, un travail de ce genre n'est pas sans aucune difficulté. Aussi, avons-nous été confrontés à une insuffisance de littérature sur le sujet. Cela s'explique par le fait que la justice transitionnelle est une nouvelle science qui est en train de faire son chemin dans la diplomatie internationale. En outre, faute de moyens financiers, nous n'avons pas pu aller sur le terrain aux fins de rencontrer physiquement les victimes et les bourreaux, notamment dans les pays ayant expérimenté cette forme de transition politique et juridique. Pour contourner ces difficultés indéniables, il nous a fallu faire un travail de bénédictin et nous laisser guider et emporter par l'esprit de créativité dans le traitement systématique et l'analyse scientifique et exégétique des données disponibles. En conclusion, un pays qui a connu des violations extrêmes des droits de l'homme sur son territoire doit passer par la filière de la justice transitionnelle afin de refaire et de réécrire son histoire avec des données nouvelles, d'établir la vérité, de réconcilier son peuple avec lui-même, d'engager des réformes ponctuelles des institutions et de réparer les dommages multidimensionnels causés aux victimes. C'est de cette façon qu'il pourra définitivement gommer ces images négatives qui offrent un spectacle apocalyptique de tristesse et de désolation aux yeux du peuple, et qui laisse dans les oubliettes de sa mémoire des souvenirs inaltérables. Il ne faut pas oublier que l'on revoit toujours le passé, en surimpression dans le présent. On parle souvent de l'impermanence des choses, mais il faut rappeler aussi que toute chose contient à la fois elle-même et son contraire. Ce qui veut dire que l'impermanence contient à la fois en elle-même l'impermanence et la permanence. Dopée par la paix durable issue de la réconciliation de la population avec elle-même, du renforcement de la démocratie, du respect des droits de l'homme et de la justice sociale, ce pays pourra corriger et prendre en main son destin et envisager de passer à la phase de son développement économique.
Introduction. La justice transitionnelle est aujourd'hui en train de gagner ses lettres de noblesse dans le monde académique, la sphère diplomatique et les discours politiques. Elle est sortie des sentiers battus du droit international, au cours des années 1980. En effet, depuis quelques années, la justice transitionnelle est une problématique qui attire de plus en plus l'attention générale. Elle est devenue l'apanage de tous les pays qui sortent d'une crise grave, pour se lancer dans la voie de la normalisation politique, juridique, économique et sociale. De nos jours, toute nation est prise de paix et de réconciliation avec elle-même, souffrant d'une fracture sociale causée par les conflits armés, les guerres civiles, ethniques ou religieuses, les crimes économiques et politiques, les violences étatiques et non étatiques et les diverses violations des droits de l'homme, fait appel à cet instrument de stratégie d'administration de la justice et de la politique pendant une période de transition. Son contenu définit une stratégie permettant de gérer, non sans difficulté, le lourd héritage d'un passé calamiteux entaché de violations graves des droits humains. C'est sans aucun doute une problématique essentielle qui englobe à la fois la poursuite des criminels, la recherche de la vérité, les réparations psychologiques et matérielles en faveur des victimes, les réformes de la justice et d'autres institutions en état de dysfonctionnement. La justice transitionnelle vise aussi l'instruction des futures générations sur cette page sombre de l'histoire et la promotion de la réconciliation dans une société, profondément divisée par les conflits armés, les crises politiques graves de tout genre ou les changements brutaux de régime. Étant donné qu'elle mène à la reconstitution d'une communauté politique harmonieuse, elle entend donc libérer les hommes du joug de la dictature, de la mauvaise gouvernance et de leur cortège de misère. Considérée comme modèle de justice et d'état de droit, la justice transitionnelle couvre les domaines de compétences ci-dessous. Le renforcement du respect des droits de l'homme, la protection de la population contre la peur des lendemains incertains, l'examination des problèmes du droit de la propriété, l'encouragement du développement économique, la promotion de la responsabilité des gouvernants et la résolution pacifique des conflits. L'appréhension des réformes du secteur de sécurité, de la justice et de toutes les autres institutions de l'État. L'État de droit se définit comme étant un principe de gouvernance selon lequel toute personne, toute institution et toute entité privée, ainsi que l'État lui-même, sont responsables et égaux devant la loi qui a été publiée et promulguée dans le respect des normes internationales des droits de l'homme. Il est caractérisé par la suprématie du droit, l'égalité, la responsabilité, la juste application de la loi, la séparation des pouvoirs, la participation à l'action publique, la transparence et le droit procédural. Bien entendu, l'état de droit va de pair avec la justice. Cette dernière s'accommode avec les postulats des cultures et traditions nationales qui sont, à leur tour, fondées sur l'idée de protection des droits civiques, y compris ceux de l'accusé, et pour le bien-être de la société dans son intégralité et la préservation de ses intérêts. C'est à la fois un enjeu non négligeable de sanction et de prévention. L'ensemble de ces procédures et de ces mécanismes judiciaires et extrajudiciaires permet à une société soutenue par la communauté internationale de gérer les abus des droits de l'homme, les réparations, la recherche de la vérité, les réformes institutionnelles, les contrôles de vérification et de filtrage de la fonction publique, les poursuites judiciaires, afin de garantir le partage des responsabilités pour servir la justice et aboutir à la réconciliation. Cette combinaison fera l'objet d'une analyse approfondie, dans cette étude de la justice transitionnelle. Loin de se substituer à la justice locale, le but de cette justice dite transitionnelle consiste à soutenir le renforcement des capacités d'administration de la justice ordinaire. Cette stratégie contribuera de façon systématique à mieux préciser les critères de la jurisprudence internationale sur les crimes des droits humains, notamment les plus graves, même si elle n'encourage pas forcément la ratification du traité de création de la Cour pénale internationale par les États concernés. Il faudra bien définir une politique susceptible de surmonter les terribles fléaux auxquels une société a été confrontée, suite aux exactions massives commises sur son sol. L'objectif fondamental de cette politique sera de mettre en branle une dynamique qui, par la promotion et le respect des droits de l'homme,
sera de nature à faciliter, à préparer et à accompagner les solutions politiques nécessaires à la paix durable et à l'équilibre de la société. Cette politique de civilisation devra mettre un terme à la persistance de la violence et des violations des droits de l'homme qui a contribué à la pérennité du pouvoir dans certains pays. Elle devra aussi anéantir le principe d'impunité, érigé par des régimes non démocratiques, comme légitimation de la culture de violence et comme le socle inébranlable et irréductible de l'appareil répressif et sécuritaire de l'État. L'un des objectifs de la justice transitionnelle est d'éviter la ségrégation ethnique ou raciale, nourrie par la gestion régionaliste, basée sur l'opposition nord-sud du pouvoir. Généralement, un tel pouvoir engendre la tendance à une lecture ethnique des clivages politiques, la conservation et la conquête du pouvoir et l'érosion du sentiment démocratique, dans la mentalité collective du peuple. Il sera judicieux d'éliminer le credo du recours à la violence comme méthode privilégiée de résolution et de transformation des conflits. Cette méthode a d'importantes répercussions sur la protection de la population civile et la situation des droits de l'homme. Le but est de se doter d'une politique qui éclaire le caractère massif et la gravité des actes de violence entraînant des actes de vandalisme, des enlèvements et l'utilisation à grande échelle de la torture et d'autres violations graves des droits de l'homme. Le monde a besoin d'une structure légitime de règlement pacifique de conflits, de bonne gestion de la justice et de l'instauration de l'état de droit. Il convient de protéger les minorités vulnérables comme les femmes, les enfants, les détenus politiques, les déplacés et les réfugiés. C'est la justice transitionnelle. Elle fait de la prévention une priorité. C'est, jusqu'à preuve du contraire, le seul instrument susceptible de porter une attention particulière à l'impératif de renouveler et régénérer la société dans un pays dévasté par des atrocités. Les caractéristiques fondamentales des pays frappés par ce type de conflit sont schématisées par le manque d'institutions, de ressources matérielles et financières, l'urgence de réformer l'État, la crise de confiance à l'égard du gouvernement et des hommes politiques, l'absence de transparence, de démocratie, de paix réelle et de sécurité, la faillite des services sociaux, le besoin de justice et de respect des droits de l'homme. Quand la population est traumatisée et divisée par la discrimination ethnique, la répartition inégale et illégale des richesses, les abus de pouvoir de tout genre, la corruption, la méconnaissance du droit de propriété et de citoyenneté, la justice transitionnelle est la meilleure dialectique pour s'attaquer aux sources profondes de la crise et pour prévenir leur persistance. Le problème se pose au sujet de l'élaboration des bases communes des normes internationales de cette justice temporaire, et de la mobilisation des ressources à investir dans la justice domestique. Il est question de supporter à la fois la capacité technique de la modernisation de l'État et de la volonté politique d'engager les réformes. Théoriquement, c'est le rôle de l'intellectuel de soutenir les réformes internes et de faciliter un débat national sur la justice transitionnelle. Il est important de comprendre que la justice, la paix, la démocratie et le développement ne sont pas des objectifs contradictoires et divergents, mais plutôt des exigences qui se supportent mutuellement, à condition de présenter méticuleusement un plan consciencieux de stratégie d'intégration et un ordre raisonnable d'exécution des activités qui conduisent à une justice provisoire dans un pays post-conflit. Toute approche qui consiste à se focaliser sur un seul secteur ou à ignorer la société civile et les victimes est absurde et contre-indiquée. La méthodologie idéale est celle qui est soucieuse d'activer tous les secteurs et groupes interdépendants et complémentaires, qui constituent l'ensemble des mécanismes de la justice transitionnelle, par la mobilisation et la sensibilisation. Cette justice provisoire est un instrument en quête de justice, de réconciliation et d'opinion des victimes. Elle aide à établir l'histoire d'un pays, afin de faire des recommandations sur les moyens efficaces pour enrayer les causes profondes des différends qui ont motivé la guerre. Le respect des victimes et des accusés, le vetting 3 et les réparations sont les clés de voûte de la restauration de la confiance du public envers les institutions nationales. La justice transitionnelle garantit l'indépendance de la justice dans un pays qui a souffert d'une crise d'une ampleur exceptionnelle. Elle fait face à d'énormes défis tels que la gestion d'un système juridique à caractère répressif, qui émerge inévitablement chaque fois qu'il y a violation massive des droits de l'homme,
et la prédilection de la réconciliation tout en assurant le maintien des prémices de consolidation de paix et de développement de la démocratie. Ce système juridictionnel, qui a fait irruption dans le lexique diplomatique, aborde plusieurs problématiques sous-jacentes à la problématique générale énoncée. La réconciliation nationale, placée devant l'opposition entre la justice et la paix. Cette problématique demande de répondre aux questions suivantes. 1. Qu'est-ce que la justice transitionnelle ? 2. Quelles sont les dispositions à prendre pour concilier la justice avec la consolidation de la paix et la réconciliation nationale ? 3. Qu'est-ce qui rendrait la justice transitionnelle viable et réaliste dans les pays où les transitions politiques et les changements ou les réformes des institutions ont rarement été à l'ordre du jour ? 4. Faut-il ou non punir les violations perpétrées à l'égard des droits fondamentaux des individus sous l'Ancien Régime ? 5. Comment promouvoir la lutte contre l'impunité pour les crimes des violations des droits de l'homme commis, dans un pays où toute initiative de justice est perçue comme politiquement motivée et sélective ? 6. En fonction de quels critères de justice abstraite et de conjoncture politique peut-on formuler une réponse adéquate à l'interpellation sur certains épisodes douloureux du passé d'un peuple, comme par exemple 35 ans de dictature au Guatemala, 34 ans d'apartheid en Afrique du Sud, 17 ans de conflits internes au Chili, 16 ans de crise au Nigeria, 13 ans de guerre civile au Burundi, 10 ans de conflits armés en Sierra Leone et 7 ans de troubles en Argentine pour ne citer que cela. 7. Faut-il attendre jusqu'à constater des pertes en vie humaine avant de se décider à engager un procès de justice transitionnelle ? 8. Quel est le meilleur moyen d'aider, de soutenir et de restaurer la dignité des victimes des violations des droits fondamentaux ? 9. Que faire des fonctionnaires qui ont soutenu le régime dictatorial ayant précédé l'avènement de la démocratie ? 10. Faut-il expurger l'ensemble du corps administratif des secteurs publics et privés après un conflit armé ? 11. La justice transitionnelle pourra-t-elle contribuer à l'édification de la démocratie et de la culture de respect des droits de l'homme à long terme ? 12. Est-il juste d'adopter le terme justice transitoire qui implique une fin en soi pour désigner une transition politique crédible ? 13. Vers où doit se diriger la transition ? 14. Quand commence une transition et quand finit-elle ? 15. Est-il possible qu'une commission fonctionne dans un pays où il n'y a pas eu de cessation d'hostilité ? 16. Que se passe-t-il quand aucun parti politique n'est motivé pour consolider la paix à l'aide d'une commission de vérité ? 17. Comment évaluer l'impact de la commission de vérité et réconciliation et la crédibilité de ses conclusions et recommandations au sein de la population ? 18. Faut-il que le rapport soit accepté par tous ? 19. Que faire pour motiver la population à appliquer les recommandations de la commission ? 20. Comment satisfaire les exigences majeures des donateurs et des institutions financières internationales vis-à-vis des préoccupations d'un peuple qui veut la paix au prime abord ? 21. Quel peut être l'avenir des dispositions de la justice transitionnelle dans le contexte mondial marqué par la volonté de maîtrise hégémonique et unilatérale de certaines puissances ? 22. Comment manager les prises de décision parmi tant de priorités, dont celle de réveiller ou non les seigneurs de guerre ? 23. Faut-il nécessairement insister sur la répression des violations du droit international humanitaire et du droit international des droits de l'homme, ou opter en cas de besoin, pour une autre disposition comme l'amnistie, qui serait plus appropriée pour garantir la réconciliation nationale, pour le développement pacifique d'un pays post-conflit ? 24. Entre la justice réparatrice ou la justice punitive, laquelle faut-il encourager ? 25. Laquelle des deux parties en conflit est appelée à accepter la vérité ? 26. Quelle est la vérité, recherchée par la justice transitionnelle ? 27. La vérité doit-elle être mise en conflit avec la justice ? 28. La révélation de la vérité devrait-elle avoir une primauté sur la justice ? 29. Entre la vérité et la justice, laquelle faut-il choisir ? 30. La vérité pourrait-elle être un pas vers l'obligation de rendre des comptes ou une alternative à ce processus ? 31. Faut-il toujours juxtaposer la réconciliation et la justice ou les jumeler ? 32. Faut-il reconnaître ou se souvenir des violences afin d'imposer des sanctions aux responsables, ou plutôt les oublier sans demander des comptes ? 33.
Quelles sont les mesures à prendre pour aboutir à la vérité, la justice et la clémence? 34. La vérité et la justice sont-elles compatibles avec l'instauration de la démocratie, la paix, la création de normes de droit international et la recherche de la réconciliation? 35. Est-ce que la justice transitionnelle peut rejuger une affaire déjà traitée par la justice traditionnelle, lorsqu'il est avéré qu'il n'y a pas eu de garantie fondamentale de procès équitable? 36. Que faire lorsque les concernés refusent d'être rejugés alors qu'il est prouvé qu'ils avaient été lésés? 37. Dans l'autre sens, est-il normal qu'une décision de la Commission de vérité et réconciliation soit remise en cause par un tribunal civil? 38. Grosso modo, comment rendre justice dans un contexte extrêmement difficile? Le nombre d'atrocités et de victimes, l'ancienneté des faits qui rend plus pénible la collecte des données et des preuves, constituant un travail presque insurmontable pour n'importe quel système judiciaire et ce d'autant que les systèmes concernés sont souvent très fragilisés par la période de crise traversée par les violations massives des droits de l'homme, qu'il s'agisse de génocide, de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité? La polémique est au rendez-vous. Dans ce brouillard à couper au couteau, il faut éviter de rendre les choses encore plus complexes. Il appartient donc aux juristes politologues de transcender l'émotion et la morale aussi médiatiques qu'elles soient, afin de cogiter sur les réalités stratégiques qui déterminent la politique internationale dans ce domaine de justice transitionnelle. Par conséquent, il importe de réfléchir sur l'usage des fictions juridiques et sur la force des réalités internationales, ainsi que sur la primauté de la réconciliation sur la répression des commettants. L'objectif est de se placer là où se jouent les transformations sociales essentielles, qui permettent de traiter, non seulement distinctement, mais aussi dans le même élan, le besoin de justice et l'exigence de la paix, à la fois sur le court et le long terme, au grand bonheur du peuple. Le besoin qui s'affiche visiblement est de développer une réflexion qui puisse éclairer et enrichir les principes standards de la justice transitionnelle dans des contextes culturels, juridiques et politiques différents les uns des autres. Comme nous le discernerons plus loin, en matière de justice transitionnelle, il n'y a pas de solution toute faite, encore moins de situation similaire à d'autres, tout comme il n'existe aucun modèle préétabli. Il est impératif de théoriser cette justice de transition dont l'apparition est récente, afin de l'insérer dans le corset d'une démarche normative internationale tout en conservant son originalité et sa créativité potentielle. Pour cela, il convient de faire l'état des lieux de cette justice dans le monde, dans le but d'inventorier et d'identifier les concepts et de tirer les leçons de ces bonnes pratiques. Cet état des lieux de l'histoire de l'humanité, du moins d'une société, montre que la justice de transition règle parfois les conflits qui dépassent la coutume, et que l'histoire des pays concernés est jalonnée de nombreux mécanismes de règlement de différends individuels ou collectifs inspirés par des pratiques religieuses traditionnelles et modernes, ayant pour vocation primordiale l'instauration de la paix. Le droit au savoir, le droit à la justice, le droit à la réparation et le devoir de prévenir une société de la récurrence des violations sont les grands axes de réflexion sur la justice transitionnelle. Les circonstances actuelles obligent les travailleurs pour la paix à expliquer comment la justice transitionnelle contribue à promouvoir la réconciliation et la paix. Il semble indispensable d'analyser le comportement de la société civile, de la classe politique, des syndicats, de la presse, des organisations de défense des droits de l'homme, des confessions religieuses pendant la crise, afin d'inventer des mesures du non-renouvellement du conflit. Le bâtisseur de la paix est appelé à jeter un regard sur les mesures des réformes institutionnelles jouant un rôle primordial pour rétablir la confiance entre citoyens et États. Elles pourraient aussi contribuer à l'établissement des garanties de non-répétition. Le rôle de l'artisan de la paix est de pointer du doigt les défis à relever en matière de justice transitionnelle. Les mécanismes de recherche de la vérité, les efforts engagés dans la lutte contre l'impunité et les tensions entre la paix et la justice que cette justice engendre dans les pays en transition politique. Les recherches d'un ouvrier de la paix ont pour but de prévoir une ou plusieurs stratégies à mettre en œuvre à court et à moyen terme, afin de faciliter la pratique de la justice transitionnelle sur le terrain, les échanges d'expériences par des études de cas, le renforcement de la capacité et de la connaissance des acteurs, praticiens et décideurs politiques. Tout ceci concourt à réfléchir aux modalités pratiques d'application de la justice transitionnelle.
Le droit à la vérité se présente comme un besoin de savoir facilitant le droit à la justice. Il permet de comprendre les mécanismes de l'oppression violatrice, dans le but d'éviter le renouvellement. Le but du droit au savoir est aussi de permettre la préservation des archives de l'oppression. Ces documents constituent en fait un patrimoine national. Tout État est en charge de protéger ce devoir de mémoire, afin de préserver la mémoire collective de l'oubli, mais aussi de prévenir la nation contre toute tentative de développement des thèses révisionnistes et négationnistes. Concrètement, notre réflexion se préoccupe donc de tenter de faire une analyse drastique, intelligible et non exhaustive de la justice transitionnelle. Bien entendu, elle ne doit pas être prise pour une panacée incontournable, mais comme un message d'espérance et de foi dans la vie et dans l'avenir, car il n'y a pas de fatalité du malheur. Elle repose simplement sur le pari selon lequel toute société est capable de transcender les traumatismes graves engendrés par les différents conflits qui ont émaillé son histoire politique, et de tout mettre en œuvre pour éviter leur répétition. En effet, il arrive que quelques mots, une mélodie murmurée ou une personne ouvrent la porte à la paix. Les hommes sont en réalité capables en tant qu'êtres humains, de commettre les pires actes de violence et de violation des droits fondamentaux, mais en même temps ils peuvent aussi trouver le plaisir ou le bonheur d'apprécier le beau, le bien, les choses précieuses de ce monde, et puis s'émerveiller à leur contact. Il est tout à fait possible qu'un être humain conserve son humanité dans un contexte trouble d'horreur ou de tragédie. Ce n'est pas de la démesure d'affirmer que le plus grand des miracles qui se produit dans le métabolisme de l'homme est que sa conscience puisse devenir une lumière qui illumine non seulement les choses qui l'entourent, mais encore l'homme lui-même qui est une fax divina. C'est la présence des êtres humains qui confère au monde une forme et un sens. En dépit du passé sombre de l'histoire de l'homme, et malgré les limites de son existence matérielle, il demeure un être aux nombreuses potentialités, et tant qu'il n'a pas dit son dernier mot, un avenir riche en rebondissements et en possibilités lui est toujours ouvert. Cet avenir est un avenir qu'il peut encore élaborer par son comportement, afin de devenir l'auteur de sa propre histoire. Le commentaire de Plutarque sur la loi de Solon interdisant de dire du mal des morts vient soutenir notre réflexion. Il est possible d'ôter à la haine son éternité, la vie de Solon 4. Faut-il rappeler avec Nicole Laureau 5 que cette pensée de Solon est historiquement connue comme étant le premier décret d'amnistie qui fut adopté en 403 av. J.C. et servi de pierre angulaire pour mettre fin à la guerre civile à Athènes après la tyrannie des 30. La dualité et la complexité de l'homme font naître en lui les potentialités de faire le bien avec le mal, ou le juste avec l'injustice. Il est donc capable de transformer une situation de litige au niveau national, en paix durable et en développement pacifique. Cette rhétorique sophistiquée de la politique grecque est ce que l'archevêque sud-africain, Desmond Tutu VI, désigne par le miracle de la solution négociée, qui résulte de la justice transitionnelle, grâce au mécanisme de la commission de vérité et réconciliation. Jusqu'à preuve du contraire, l'Afrique du Sud est passée de la loi portant acte de naissance de l'apartheid de 1950, à la création de la constitution intérimaire marquant la naissance de la commission Vérité et Réconciliation, et de la de nouvelle nation The Rainbow People, le peuple arc-en-ciel, en 1993. Cette dernière loi vint abolir l'apartheid qui avait été interdit officiellement par l'Organisation des Nations Unies, en la qualifiant de crime contre l'humanité. L'Afrique du Sud montre le parcours d'un peuple dévoué à faire la paix, en passant de la guerre à la réconciliation, et en traitant la haine par une politique de la mémoire, de la justice et de la parole. L'acte fondamental de la nouvelle nation sud-africaine que Philippe Joseph Salazar appelle « Amnistier l'apartheid 7 » préconise que la présente constitution prévoit un pont historique entre le passé d'une société profondément divisée, marquée par la lutte, le conflit, les souffrances non dites et l'injustice, et un avenir fondé sur la reconnaissance des droits de l'homme, sur la démocratie et une vie paisible côte à côte, et sur des chances de développement pour tous les Sud-Africains sans considération de couleur, de race, de classe, de croyance ou de sexe. La recherche de l'unité nationale, le bien-être de tous les citoyens sud-africains et la paix exigent une réconciliation du peuple d'Afrique du Sud et la reconstruction de la société.
L'adoption de cette constitution pose la fondation solide sur laquelle le peuple d'Afrique du Sud transcendra les divisions et les luttes du passé qui ont engendré de graves violations des droits de l'homme, la transgression des principes d'humanité au cours de conflits violents, et un héritage de haine, de peur, de culpabilité et de vengeance. Nous pouvons maintenant y faire face, sur la base d'un besoin de compréhension et non de vengeance, d'un besoin de réparation et non de représailles, d'un besoin d'Ubuntu et non de victimisation. Afin de promouvoir cette réconciliation et cette reconstruction, l'amnistie sera accordée pour les actes, omissions et infractions liés à des objectifs politiques et commis au cours des conflits du passé. De par cette constitution et ses engagements, nous, peuple d'Afrique du Sud, ouvrons un nouveau chapitre de l'histoire de notre pays. Seigneur Dieu bénit l'Afrique 8. Dans un pays en convalescence, tout peut devenir possible si l'on ne met pas en exergue une philosophie qui consiste à tenir compte de l'exigence du dialogue social et de la négociation dans la transformation des crises. En effet, la brutalité et les violations des droits de l'homme ne constituent pas une méthode de gouvernance dans un pays post-conflit. Il faut plutôt avoir le sens de la responsabilité pour convaincre et rassembler au lieu d'offenser, de heurter et de diviser. Évidemment, la sauvegarde du patrimoine commun, à savoir la nation, vise la promotion de la véritable réconciliation et son corollaire qui est la paix durable. Notre travail consistera à constater, à observer et à analyser les faits relatifs à la recherche de la paix définitive dans un pays post-conflit, avant de révéler cette réalité au public. Nous aborderons cette réflexion sous 3 angles substantiels. Il sera d'abord question de faire une esquisse de définition dans la première partie, pour comprendre l'essence de la justice transitionnelle. Cette approche sera possible grâce à l'identification des caractéristiques de la justice transitionnelle, qu'il va falloir distinguer de la justice traditionnelle. Ensuite, nous ouvrirons une parenthèse sur la détermination de l'influence du droit international humanitaire sur la justice transitionnelle, afin de comprendre cette relation complémentaire et interdépendante qui constitue le facteur essentiel de la bonne conduite de la justice transitionnelle. Nous procéderons ensuite, dans la deuxième partie, à la recherche des modalités procédurales de cette justice provisoire, pour pointer du doigt les tenants et les aboutissants de ce droit qui permet de connaître la vérité historique. Cette analyse nous conduira vers l'étude des sujets et des enjeux de la justice transitionnelle, de la création, de la composition, du mandat, des ressources et des travaux de clôture d'une commission de vérité et réconciliation, du rôle de la communauté internationale en matière de justice transitionnelle, du calendrier et du contexte politique favorable à cette justice provisoire. Ce sera aussi l'occasion de jeter un regard scientifique sur le parrainage et le suivi des recommandations, pour terminer par un examen critique des expériences déjà connues sur la justice transitionnelle. Nous présenterons finalement, dans la troisième partie, les conditions de succès de cette justice de transition, dans le but de contribuer à l'émergence des principes directeurs d'une réconciliation nationale. Cette partie nous élucidera sur les conditions de réconciliation et de cicatrisation, les problèmes du genre, la politique de réparation, le climat socio-politique, le rôle et la moralité des leaders politiques, l'hypothèse d'une loi d'amnistie, la sensibilisation des victimes et des infracteurs, l'éducation de la population, le devoir de mémoire, le droit à la vérité, la problématique des personnes disparues, la politique de la parole, la détermination de la période de transition et la mobilisation des fonds. Première partie, justice transitionnelle. L'analyse du concept de justice transitionnelle est utile pour la perception de son essence. Elle permet de saisir le rôle que peut jouer une justice momentanée, dans l'établissement ou le rétablissement de l'état de droit, et de connaître les contraintes propres à la justice postérieure à un conflit armé ou non armé. Pour faciliter la compréhension de cette justice, il est préférable d'adopter une méthodologie appliquée à la gestion rationnelle des problèmes de justice. Cette méthodologie consiste avant tout à différencier les notions de justice traditionnelle et de justice transitionnelle. Pour cause, dans la recherche de la maîtrise des mécanismes de fonctionnement de la justice transitionnelle, il y a lieu de constater l'existence de 2 notions essentielles qui s'enchevêtrent. Elles constituent la toile de fond qui domine le monde d'aujourd'hui et divise l'élite scientifique.
la justice pénale, incarnée par la répression de l'infracteur, et la justice restauratrice qui vise la réconciliation de la société avec elle-même. La méthode analytique utilisée dans cet ouvrage permettra la compréhension du processus de construction de la paix à travers la perception du vocable « réconciliation nationale », qui n'est autre que le point culminant de la justice transitionnelle. Ensuite, il sera assez aisé de retracer les origines du concept de justice transitionnelle avant de mettre en lumière ses fondements et sa fonction. Justice traditionnelle et justice transitionnelle. La justice transitionnelle entretient le dilemme entre la lutte contre l'impunité et la recherche de la vérité pour une réconciliation nationale dans une société frappée par l'ethnisme, et tous ses corollaires que sont les fausses interprétations des valeurs universelles de la démocratie et le terrorisme d'État, entretenus par les gouvernements. La justice traditionnelle, que les sociétés civilisées ont expérimentée depuis Mathusalem, personnifie la répression du criminel. Cette justice ordinaire que l'on appelle couramment justice répressive, a montré ses insuffisances dans le cadre de la réconciliation et de la recherche de la paix durable. En effet, la précarité de la situation sociopolitique et économique dans les pays émergents de crise ou de conflit interpelle toute bonne conscience à ne pas faire la politique de l'autruche devant la tragédie d'un peuple en proie à la torture, aux malversations, à la corruption, aux exécutions sommaires, aux violences envers les femmes et les enfants, et à bien d'autres vices qui battent leur plein dans un pays post-conflit. La mise en marche d'un processus de justice transitionnelle nécessite une compréhension de la problématique sur les sanctions contre les violations des droits fondamentaux, les poursuites à organiser ou à entreprendre sur le plan national et international, l'amnistie en ce qui concerne ses caractéristiques et ses limites pour en fixer les critères minimaux, et les prérogatives de la Commission d'équité et de réconciliation. Le but de l'exercice est d'engager une démarche de mise sur pied d'une justice épisodique, et de faciliter l'analyse et la clarification des relations entre la justice transitionnelle et la justice traditionnelle. L'enjeu ici est d'engager des poursuites pénales, puis de rechercher ou inventer de nouvelles formes de sanctions adaptées au contexte de justice transitionnelle. Il semble alors nécessaire de déterminer si la lutte contre l'impunité peut être acceptée à juste titre dans le cadre de ce processus transitionnel. A. Justice ordinaire, lutte contre l'impunité. La justice répressive ou ordinaire est la justice communément utilisée dans toutes les sociétés. C'est une justice ancienne fondée sur la lutte contre l'impunité. Elle focalise son attention sur les personnages clés, à savoir les auteurs des violations des droits de l'homme. La victime dans ce cas joue un rôle secondaire. Sa présence ne conditionne pas l'exercice de la justice ordinaire. Même s'il faut admettre que l'humanité, dans ce domaine, a parcouru un bon bout de chemin à travers des écoles contemporaines en criminologie, il n'en demeure pas moins que le gros du travail reste à faire. L'objectif principal est de protéger la société des éléments dangereux. Ces derniers doivent payer pour les dommages que leurs infractions ont causés au pays. Cette forme de justice a pour inconvénient majeur l'exclusion totale ou partielle de la victime. Elle considère l'infraction comme perpétrée essentiellement contre la société, et tente plus ou moins à réparer les dommages causés, par des condamnations à des peines supposées être proportionnelles au préjudice. Malheureusement, ces méthodes ne sont pas forcément efficaces. Les échecs de cette justice répressive pourraient se traduire par le phénomène de récidive, devenu presque chronique dans les pays civilisés. Il va sans dire que cette récidive aux allures endémiques est l'expression de la phénoménologie de l'échec de la sanction par rapport à son objectif. Si la peine infligée aux criminels était une garantie de dissuasion et de la préservation de la société contre le danger, la récidive n'aurait pas sa raison d'être. Il est alors difficile de nier que cette approche de solution qui consiste en la répression ne conduit pas effectivement à la justice et à la réconciliation. Bien entendu, il ne s'agit pas de généraliser le phénomène de récidive, ni même de stigmatiser certains pays. L'idée est de montrer que la probabilité de récidive est importante en matière de justice répressive que dans le cas de justice restauratrice. Justement, l'objectif fondamental de la justice transitionnelle est de parfaire le plus jamais ça, inscrit sur les monuments érigés à la mémoire des victimes dans les pays ayant traversé une période de crise grave.
Le but de la justice transitionnelle est aussi de parvenir à un sens holistique de la justice pour l'ensemble des citoyens, d'établir ou de rétablir la confiance civique, et d'éviter l'écueil d'une spirale de la vengeance en rendant possible la cohabitation entre ex-victimes et ex-bourreaux et en réconciliant les individus et la communauté, à travers la recherche de la vérité et la justice. La justice transitionnelle va réintégrer la victime dans sa dignité et la réhabiliter dans son humanité, tout en trouvant un mode de délégitimation et ou de punition alternatif ou judiciaire pour les responsables, afin de bannir en même temps l'impunité. Cela se réalise par l'instauration de garanties de non-renouvellement et de protection des témoins. Réforme institutionnelle, révocation des responsables de graves violations dans la fonction publique, devoir de mémoire, etc. Ainsi, cette justice concourt à la prévention des crimes internationaux les plus graves et garantit durablement le respect de l'état droit et des droits de l'homme, tout en aidant une société meurtrie à renaître. La justice traditionnelle, qui se présente de nos jours sous la forme du tribunal pénal international, est permanente. Ce tribunal a des compétences plus étendues. Il est géré par la communauté internationale, alors que c'est la commission Vérité et Réconciliation, composée essentiellement des nationaux, qui joue le rôle fondamental dans l'administration de la justice transitionnelle. Cette justice traditionnelle est fondée sur le postulat selon lequel il existe des valeurs universelles qui transcendent la définition de l'intérêt national, et auxquelles les États ne peuvent en principe déroger. C'est une justice en surplomb, qui entend parvenir à apprivoiser la violence, d'après les libéraux supporters du droit répressif. Ces libéraux prétendent accent aigu articuler les relations entre la justice et la guerre en sanctionnant les criminels de guerre, fussent-ils encore au pouvoir. Ce sont des républiques des juges et ou des procureurs, où la diplomatie judiciaire se résume à une gestion technocrato-judiciaire des conflits. Malencontreusement, le châtiment des grands criminels de masse qui ne sont autres que des ennemis du genre humain, offenseurs de l'humanité, peut constituer un danger pour la paix internationale. Il faut éviter une justice morale qui deviendrait par la force des choses profondément immorale, pouvant ainsi torpiller les chances d'un accord de paix pendant la guerre. Il est inutile d'encourager une diplomatie judiciaire qui, au nom de la morale, conduit à la prolongation de la guerre et des souffrances des populations, puisque les inculpés risquent de faire perdurer le conflit afin d'assurer leur maintien au pouvoir. Paradoxalement, une paix sans justice ne peut exister car elle est illusoire et ne vaut même pas la peine d'être signée. Dans un processus de transformation des crises, la justice toute-puissante est souvent aveuglée par ses propres certitudes morales et fait échouer les accords de paix, même ceux qui sont imparfaits. La dialectique du diplomate et du soldat, caractérisée par l'option effrénée de la répression et de la grammaire de la force, n'est pas une solution, mais une non-solution. Les douleurs de la guerre et des conflits majeurs du XXIe siècle ne peuvent pas s'effacer en utilisant des méthodes et des politiques institutionnelles du XXe siècle. Cette démarche appartient au passé révolu, fondée sur la primauté de la répression sur la réconciliation. Voilà pourquoi, pour essayer de limiter les dégâts, le statut du tribunal pénal international prévoit des assouplissements visant à redresser la barre. Il donne au Conseil de sécurité des Nations Unies la compétence d'œuvrer pour brider le pouvoir judiciaire au nom de l'intérêt supérieur de la paix. Évidemment, l'article 16 du statut du tribunal pénal international précise qu'aucune enquête ou aucune poursuite ne puisse être engagée ni menée en vertu du présent statut pendant les 12 mois qui suivent la date à laquelle le Conseil de sécurité a fait une demande à la Cour dans une résolution adoptée en ce sens en vertu du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. La demande peut être renouvelée par le Conseil dans les mêmes conditions 9. Le hic de cet article 16 est qu'il faut obtenir une union et une détermination rare à trouver pour que le Conseil jouisse de ses pouvoirs. Le président centrafricain, François Bozizé, veut faire usage de cet article 16 du statut de Rome pour dessaisir le tribunal pénal international, TPI, au profit des desiderata, parfois contradictoires de ses parrains. Dans une lettre adressée au secrétaire général des Nations Unies, Mr. Ban Ki-moon, en date du 1er août 2008, il sollicite la suspension du mandat du TPI via un vote du Conseil de sécurité de l'ONU. Pour échapper à la justice pénale internationale qu'il avait lui-même déclenchée,
pour des raisons éminemment politiques, à savoir neutraliser son prédécesseur au pouvoir, Ange Félix Patassé, et dissuader les mouvements rebelles du Nord qui combattent son régime. Il évoque la compétence des juridictions centrafricaines pour les crimes de guerre et crimes contre l'humanité impliquant les anciens chefs d'État, les éléments politico-militaires et l'armée nationale. C'est aussi l'objectif du dialogue politique inclusif, tenu à Bangui du 5 au 20 décembre 2008, en présence de l'ancien président Patassé et l'ex-ministre de la Défense, Jean-Jacques de Mafous. Effacer l'ardoise de toutes les exactions antérieures, au nom du grand pardon. Il s'agit de tout sauf la justice transitionnelle. Comme pour ne pas changer la carte qui gagne, il est fort probable que le président soudanais, Omer Hassan al-Bashir, utilise la même stratégie, pour contrer les velléités du procureur général de la Cour pénale internationale, Luis Moreno Ocampo. Ce dernier a réuni des preuves solides concernant son inculpation pour génocide, crimes de guerre et crimes contre l'humanité, en rapport avec les infractions commises par les forces armées et les agents sous le commandement du régime de Khartoum, dans la région du Darfour contre les ethnies Fur, Mazafi et Zaghawa. Chose inédite, dans le même temps, le procureur a mandaté 3 juges pour élaborer un mandat d'arrêt contre le président soudanais, en juillet 2008, encore en exercice. Il demande son arrestation sur la base de 10 chefs d'inculpation dont 3 pour génocide et 5 pour crimes contre l'humanité. Cette jurisprudence permettra-t-elle à un chef d'État au pouvoir de répondre pénalement devant un tribunal pénal international sur les faits qui lui sont reprochés? Le succès d'une telle procédure marquera un tournant décisif dans la lutte contre l'impunité. Désormais, l'éradication de toute forme de violation extrême de droits de l'homme est envisageable, même si entre justice, paix, intérêts politiques et économiques, il est difficile d'imposer les droits fondamentaux. Le tribunal parie sur la prévention. Il veut éviter par cette procédure la mort de 2,5 millions de personnes au Darfour, au risque de tomber sous le coup de non-assistance à population en danger d'extermination. Pour ne pas déplaire aux souverainistes, on peut dire qu'il s'agit de la non-indifférence qui s'accommode à la non-ingérence. Ce qui est sûr, est que l'affaire du Soudan a soulevé une lame de critique au point que certains experts préfèrent sacrifier le tribunal pénal international au profit d'un tribunal ad hoc. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.